Quand on imagine la dépression clinique, l'image qui vient le plus souvent à l'esprit, c'est vraiment celle d'une crise fulgurante. Oui, on perçoit ça un peu comme une grippe psychologique extrêmement sévère en fait. C'est ça. Du jour au lendemain, on est terrassé, on est incapable de fonctionner, les symptômes sont évidents, écrasants. Et dans ce scénario classique, avec un suivi médical, un bon traitement et du temps, la fièvre finit par retomber. Le système de défense reprend le dessus, voilà, et la personne retrouve à peu près son état normal. Sauf que dès qu'on plonge dans les eaux un peu plus sombres de la dépression chronique et persistante, cette métaphore médicale de la maladie aiguë, elle s'effondre complètement. C'est plus du tout une infection virale passagère. Ah non, pas du tout. C'est beaucoup plus proche d'un système d'exploitation informatique qui refuse obstinément toute mise à jour. Le système tourne en boucle sur un code corrompu et il ralentit progressivement toutes les autres applications de la vie. Et peu importe le nombre de fois où on redémarre la machine, le bug est toujours là. Il est parfaitement intégré à l'architecture, prêt à figer l'écran à tout moment. Exactement. Et l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est justement de décoder ce bug. On va faire une plongée détaillée dans un ouvrage clinique de référence qui s'appelle Cognitive Therapy for Chronic and Persistent Depression de Richard G. Moore et Anne Garland. Un ouvrage vraiment fondamental, oui. La mission, c'est d'extraire l'essence de ce manuel psychiatrique, qui est assez dense d'ailleurs, pour comprendre pourquoi certaines dépressions résistent avec une telle férocité au traitement standard. Et on va voir comment la thérapie cognitive a été forcée de se réinventer de A à Z pour offrir une issue de secours. Et le choix de cet ouvrage est super pertinent parce que Moore et Garland ont le mérite de poser tout de suite une vérité assez inconfortable. Il n'y a aucune solution miracle. Ah ça, c'est clair, il n'y a pas de raccourci magique. Non. Le livre ne propose pas de solution facile. En fait, les auteurs cartographient la mécanique d'un trouble où le facteur temps modifie absolument tout. Quand une dépression s'installe sur des années, elle se contente plus d'altérer l'humeur. Elle va vraiment s'infiltrer dans la structure même de la personne. Elle reconfigure la personnalité. C'est ça. Elle désintègre méthodiquement le réseau social. Et d'ailleurs, les recherches montrent qu'elle modifie la biologie structurelle du cerveau. La maladie devient littéralement l'environnement naturel de l'individu. C'est un état qui génère lui-même les conditions de sa propre survie. Du coup, avant d'essayer de comprendre comment on dépanne ce système d'exploitation corrompu, il faut cerner l'ampleur du problème. Le manuel précise bien qu'une dépression persistante, c'est pas juste un mauvais épisode qui traîne un peu en longueur. Non, les statistiques parlent d'environ 20% des patients diagnostiqués dépressifs dont les symptômes refusent de disparaître. 20%, c'est énorme. C'est gigantesque. Et ce, malgré des traitements successifs qu'on considère pourtant comme fiables, hein. C'est un défi de santé publique majeur. Moore et Garland expliquent que la communauté clinique définit cette persistance selon deux axes principaux. Des axes qui finissent souvent par fusionner d'ailleurs. Absolument. Le premier axe, il est purement temporel. On parle d'un état dépressif ininterrompu pendant 2 ans ou plus. C'est là-dedans qu'on inclut la dysthymie. C'est une forme de dépression où l'intensité des symptômes est modérée, mais où la constance est implacable. Comme un acouphène psychologique permanent en fait. Très bonne image, oui. Et sur cette dysthymie vient parfois se greffer ce que les cliniciens redoutent le plus, à savoir la double dépression. C'est une notion qui est terrifiante rien que par son nom, je trouve. Et le mécanisme l'est tout autant. Croyez-moi, une personne vit déjà depuis des années avec cette dysthymie, donc cette chape de plomb constante. Et soudain, un épisode dépressif majeur, extrêmement violent, vient frapper par-dessus. Donc la ligne de base de son humeur était déjà anormalement basse. Voilà. Et elle s'effondre soudain dans un gouffre aigu. Le problème, c'est que la récupération d'un tel épisode ne ramène le patient qu'à son état de dysthymie initiale, ce qui fait que la perception de l'amélioration pour le patient, elle est presque inexistante. C'est terrible. Donc ça, c'est le premier axe, la durée. Mais les sources détaillent aussi un deuxième axe qui me semble encore plus complexe à gérer. C'est la résistance pure au traitement. Oui, la fameuse résistance. Le texte mentionne l'échelle de Tazé-RH. Ça ressemble presque à une classification de catastrophe naturelle, cette échelle. Ça commence au stade 1, qui est l'échec d'un traitement antidépresseur classique, mais ça va jusqu'au stade 5, où le patient a résisté à de multiples familles de médicaments, et même à la sismothérapie, les électrochocs, quoi. Ce stade 5, c'est vraiment la forteresse psychiatrique par excellence. Et les dégâts collatéraux que décrivent les auteurs, ils sont systémiques. L'individu s'efface littéralement de la société. On observe une perte d'emploi massive. Surtout chez les hommes, c'est ce que soulignent les statistiques du livre, avec une désintégration super rapide de leur statut professionnel. En effet, mais le plus insidieux, c'est l'épuisement systémique de l'entourage. Le partenaire de vie,
La famille, les amis proches, ils deviennent des béquilles permanentes en fait. Ils compensent au quotidien ce que le patient arrive plus à faire. Exactement. Jusqu'à l'épuisement total de leurs propres ressources émotionnelles. Alors décortiquons tout cela, parce qu'il y a une faille évidente qui saute aux yeux quand on lit ces critères d'échec de traitement. On étiquette un individu comme résistant, on le classe au stade 3 ou 4, mais cette fameuse résistance, est-ce que c'est pas au fond simplement le résultat de soins incompétents? Je veux dire, est-ce qu'on blâme pas la biologie du patient alors que le médecin a juste mal fait son boulot? C'est une distinction fondamentale. Et le manuel consacre des chapitres entiers à purger cette ambiguïté. La réalité clinique, c'est qu'une proportion vertigineuse de dépressions dites persistantes sont en fait des dépressions sous-traitées. De la pseudo-résistance, donc. C'est exactement le terme. Souvent, par prudence excessive ou juste par manque de suivi, un médecin généraliste va prescrire à un dosage qui atteint jamais le seuil thérapeutique. Ou alors face aux effets secondaires des premières semaines, le traitement est abandonné au bout d'un mois. Alors que les études prouvent qu'une dépression chronique peut nécessiter 12 semaines pleines avant d'afficher la moindre réponse moléculaire, c'est fou. Et sans parler des dysfonctionnements thyroïdiens purs et simples qui miment parfaitement les symptômes dépressifs. Donc un diagnostic différentiel et un historique médicamenteux impeccable, c'est absolument requis avant d'oser prononcer le mot de résistance. D'accord, alors partons du principe que le filet de sécurité a fonctionné, le diagnostic est parfait, la thyroïde va bien, les médicaments ont été poussés à leur dose maximale tolérée pendant des mois et l'environnement soutient la personne. Et malgré toute cette artillerie lourde, l'échec est total. La machine reste figée. Voilà. Que se passe-t-il à l'intérieur de ce système enfanté? Les auteurs nous emmènent au cœur de l'architecture mentale de ces patients avec un concept qu'ils appellent la triade cognitive chronique. Et si je comprends bien, c'est pas du tout la même chose que d'être simplement très triste. Non, l'état affectif est radicalement différent. La triade cognitive initiale, qui avait été identifiée par Aaron Beck, elle décrit une vision négative de soi-même, du monde environnant et de l'avenir. Ok. Triade, elle s'est calcifiée. Le soi est perçu comme fondamentalement défectueux. Ou toxique même. C'est ça. Le monde est perçu comme une force hostile et incontrôlable. Et l'avenir, il n'existe tout simplement pas. Cette sédimentation provoque un vrai glissement clinique. La douleur vive disparaît et laisse place à une sorte d'anesthésie globale. La tristesse est remplacée par une fatigue de plomb, une apathie paralysante et l'anédonie. L'anédonie, c'est cette incapacité neurobiologique à ressentir la moindre étincelle de plaisir, même face aux trucs qu'on adorait avant. C'est le vide plat. Le néant émotionnel, oui. Et c'est ce vide plat qui érige le mur le plus redoutable pour un thérapeute. L'évitement. Le manuel détaille 3 couches à cette muraille. D'abord, l'évitement comportemental. Ne plus sortir, rester au fond du lit, fuir toute responsabilité pour échapper au stress. Ensuite, il y a l'évitement cognitif. C'est une gymnastique mentale épuisante pour chasser et supprimer systématiquement toute pensée qui pourrait générer de l'angoisse. Et enfin, le boss final de ce système, l'évitement émotionnel. La déconnexion pure et simple des ressentis. Pour utiliser une comparaison qui parlera à tous ceux qui ont déjà fait face à une galère de plomberie, Je vous écoute. cet évitement, c'est l'équivalent de placer un seau sous un toit qui fuit au lieu de monter sous la pluie pour réparer la charpente. Mettre le seau, c'est un soulagement immédiat. Le salon n'est pas inondé, la crise est gérée. Mais à long terme, c'est catastrophique. Exactement. En faisant ça mois après mois, on laisse l'humidité s'infiltrer dans les murs, derrière la tapisserie, et on garantit que toute l'ossature de la maison va pourrir en silence. Le prolongement de cette métaphore de la maison, ça illustre précisément l'effondrement des thérapies standards. En coupant l'accès à ses propres émotions, pour pas être inondé, le patient détruit la matière première dont un thérapeute a besoin. Parce que la thérapie cognitivo-comportementale classique, elle repose sur l'identification des pensées chaudes, c'est ça? Absolument. Le thérapeute attend qu'une émotion douloureuse surgisse en séance pour l'attraper au vol et demander au patient quelle pensée automatique vient de traverser votre esprit à cet instant précis. Et on analyse cette pensée à chaud pour la désamorcer. Sauf que chez le patient chronique, le seau est en place depuis 10 ans. Il n'y a plus aucune pensée chaude. Tout est froid. Tout est anesthésié, gelé par cet évitement émotionnel. À la question du thérapeute, le patient va répondre avec une rationalité glaçante. Il va dire « Je pensais à rien, je ressens rien de particulier, je suis simplement une personne vide, c'est ma nature. » Waouh! La maladie s'est tellement bien intégrée au système que le patient la confonde avec sa propre identité. Alors, si l'approche frontale contre les pensées de surface se brise sur ce mur de glace, j'imagine que la thérapie doit changer d'angle d'attaque. C'est inévitable.
Moore et Garland proposent de contourner ces pensées automatiques pour descendre dans les fondations même de l'esprit, vers ce qu'ils appellent les croyances inconditionnelles. C'est-à-dire? La thérapie passe des pensées circonstancielles du type «j'ai raté ce projet» à des dogmes existentiels du genre «je suis une erreur». Et là, le défi est titanesque. Les auteurs reprennent d'ailleurs votre image de la rénovation d'une vieille maison. Ah oui, l'histoire du papier peint. C'est ça. Le thérapeute et le patient grattent le vieux papier peint. C'est super long, c'est fastidieux. Et après des semaines d'efforts, une bande se détache enfin. Seulement pour révéler qu'il y a une couche encore plus vieille en dessous, collée avec une résine beaucoup plus tenace, avec un motif encore plus sombre. Et pour dissoudre cette colle mentale, le manuel introduit une stratégie fascinante qu'ils appellent le modèle du préjugé. En gros, on ne dit pas au patient «votre croyance d'être nul est illogique et fausse» parce que son système rejetterait l'information immédiatement. Le système de défense est trop fort pour une attaque frontale, mais... On lui dit plutôt «explorons cette croyance comme s'il s'agissait d'un préjugé». Et l'exemple donné dans le livre est brillant. Prenons un individu bourré de préjugés qui est persuadé que les personnes qui portent des lunettes sont de mauvais conducteurs. D'accord. Sur la route, son cerveau va devenir complètement aveugle aux centaines de conducteurs à lunettes qui conduisent parfaitement bien. Cette information, elle est filtrée direct à la poubelle. Mais à la seconde où un conducteur à lunettes oublie son clignotant, le cerveau de ce gars s'illumine. Il capture l'événement et se dit «Ah, je le savais, c'est la preuve absolue de ma théorie». C'est le biais de confirmation dans toute sa violence. Voilà, et les patients dépressifs chroniques sont des experts mondiaux de ce biais, sauf que l'arme est pointée vers eux-mêmes. Et l'utilisation clinique de cette théorie du préjugé, elle est redoutable parce qu'elle désamorce la défensive du patient. Le thérapeute n'attaque pas la réalité de la personne, il l'invite juste à observer le filtre de son propre cerveau. Donc si le dogme interne c'est «je suis incapable d'être aimé», le cerveau va balayer tout acte de gentillesse comme étant de la pitié ou du hasard. Exactement. Et il va suranalyser un simple regard distrait d'un collègue comme la preuve irréfutable d'un rejet profond. Mais il y a quand même une faille dans cette approche, je trouve. Comprendre intellectuellement qu'on a un biais de confirmation, bon, c'est bien beau, mais est-ce que ça change quoi que ce soit à la douleur ressentie? C'est la grande question. Parce qu'on peut très bien se dire « Ok, je vois que je filtre le positif, mais je me sens toujours viscéralement comme un moins que rien ». La prise de conscience intellectuelle, ça me semble beaucoup trop faible pour faire s'effondrer des décennies de conviction. Vous touchez du doigt l'un des écueils majeurs, et les auteurs le reconnaissent volontiers. L'intellectualisation est stérile sans expérience émotionnelle. D'accord, donc on fait quoi? C'est pour ça que la simple conversation ne suffit pas en séance. Le cœur du traitement réside dans les expériences comportementales. Il faut vraiment forcer le cerveau à enregistrer des preuves contraires jusqu'à ce que la neuroplasticité opère. Ceux qui demandent des devoirs à la maison, en gros? Des journaux d'observation ultra structurés, oui, et surtout des tests dans le monde réel. Par exemple, si la croyance c'est « si je prends la parole, on va se moquer de moi », l'expérience consiste à concevoir un plan pour prendre la parole de manière mesurée et d'enregistrer les réactions factuelles pour les comparer à la prédiction catastrophique initiale. Mais ça doit prendre un temps fou de reprogrammer ça, non? Ce processus n'est pas l'affaire de quelques semaines. Il faut souvent 18, 20, voire 30 séances pour qu'une croyance inconditionnelle commence tout juste à se fracturer. Waouh! Mais si déconstruire ces croyances profondes prend un temps aussi infini et requiert une énergie que ces patients n'ont souvent plus du tout, la psychiatrie moderne propose pas d'autre chemin? Il n'y a pas une porte dérobée pour les soulager sans passer des mois à combattre leurs dogmes? Si, et l'évolution de la recherche apporte des pistes alternatives vraiment fascinantes. Le manuel cite d'ailleurs les conclusions de la célèbre étude de Cambridge Newcastle. C'est une recherche clinique de grande ampleur sur la prévention des rechutes à laquelle Moore et Garland ont contribué. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Leurs découvertes ont complètement bouleversé le champ de la thérapie cognitive. Ils ont réalisé que les patients qui guérissaient et ne rechutaient pas, c'étaient pas nécessairement ceux dont les pensées négatives avaient disparu. Le contenu de l'esprit restait souvent sombre. Ah bon? Mais qu'est-ce qui empêchait la rechute alors? Ce qui empêchait la rechute, c'était la baisse de l'extrémité de ses pensées. La nuance remplaçait le noir ou blanc absolu. Et surtout, l'apparition d'une métaconscience. Le patient ne fusionnait plus avec sa pensée. Ok, je vois. Et c'est ce glissement fondamental qui a pavé la voie à la MBCT, la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. En fait, le but, c'est plus du tout d'aller au tribunal de la logique pour prouver à la pensée négative qu'elle a tort. Il s'agit d'observer cette pensée comme un simple événement mental, un truc volatile. C'est exactement l'esprit de la MBCT. Si on reprend notre analogie du système informatique, on n'essaie plus de réécrire le code défectueux,
On apprend au système à isoler le code dans un petit bac à sable, à le laisser tourner en tâche de fond sans lui allouer de mémoire vive. C'est une excellente métaphore. Oui, de manière un peu plus poétique, c'est comme une radio qui crache une chanson extrêmement triste. Au lieu de s'épuiser à crier sur la radio ou d'essayer de changer la station avec un bouton cassé, on accepte que la musique joue dans la pièce, on baisse le volume au minimum et on reporte son attention sur la vie autour. Ce passage de la lutte à l'acceptation, ça désarme cet évitement émotionnel dont on parlait tout à l'heure. Mais bon, la pleine conscience, elle s'attaque surtout à l'aspect cognitif. Ouais. Qu'en est-il de l'isolement comportemental, ce retrait social massif qui fige le patient dans un monde sans interaction? Et c'est là qu'intervient une approche presque radicale qui est mentionnée dans le livre. Le système d'analyse cognitivo-comportementale de la psychothérapie, ou CBASP, conçu par James McCullough. Et ce modèle m'a particulièrement fasciné parce qu'il utilise des concepts de psychologie du développement. C'est une approche très Il novatrice. part du principe que l'isolement social chronique causé par la dépression crée des dommages collatéraux inattendus. La théorie de McCullough est audacieuse. Il postule que la dépression persistante finit par bloquer l'évolution cognitive interpersonnelle de l'adulte. En s'isolant, le patient regresse vers ce que Piaget appelait le stade préopératoire. Un stade infantile, en fait. Oui, un stade de développement où l'individu est incapable de concevoir que son propre comportement a un impact logique sur la façon dont les autres le traitent. Le patient dépressif chronique se vit comme une victime, totalement déconnectée des lois de cause à effet social. Il souffre, il trouve que le monde est dur avec lui, mais il est aveugle au fait que son propre comportement de retrait génère ce rejet. C'est le cœur du problème. Bien sûr que non. Le thérapeute transforme la séance elle-même en laboratoire social, en utilisant le retour interpersonnel immédiat. En direct, quoi. Voilà. L'approche est extrêmement directe. Imaginons un patient qui, à chaque fois que le thérapeute propose une idée, soupire bruyamment, croise les bras et fixe ses chaussures. En thérapie classique, on ignorerait souvent ce langage corporel pour se concentrer sur les mots. Alors qu'en CBSP, En CBSP, le thérapeute va immédiatement interrompre la dynamique et dire « Je remarque que lorsque je vous parle de cette option, vous regardez le sol en soupirant. Quand vous faites cela, je me sens frustré et j'ai l'impression que vous rejetez mon aide. Quel effet pensez-vous que ce comportement produit sur notre relation en ce moment précis ?» waouh! C'est un miroir social implacable, tendu en temps réel. Ça doit être un choc thermique pour un patient habitué à l'évitement. C'est très confrontant, oui. Mais le but n'est pas de punir. Le but, c'est de créer une secousse neurologique. Le thérapeute démontre en direct, avec une bienveillance ferme, que les actions du patient produisent des conséquences tangibles. Et répété sur des dizaines de séances, ça finit par reconnecter l'individu aux lois de la causalité. Il réalise soudain « Attendez, ce que je fais modifie la réalité autour de moi. Je suis donc pas complètement impuissant. » C'est vraiment la restauration du sentiment d'agentivité. En rassemblant toutes ces pièces, le tableau global de la dépression chronique devient vertigineux. C'est décidément pas un simple coup de spleen tenace. C'est une pathologie qui s'auto-alimente, protégée par des forteresses d'évitement, cimentée par des croyances rigides et qui finit par altérer la façon même dont l'individu interagit avec les autres. Et ce que Moore et Garland nous disent, c'est que vaincre cette maladie exige une redéfinition totale des attentes thérapeutiques. Le clinicien doit accepter d'avancer à l'aveugle au milieu des résistances. Et le patient, il doit trouver le courage immense de lâcher ce fameux seau qu'il protégeait des fuites pour accepter de ressentir la pluie, la douleur, sans aucune garantie de guérison rapide. C'est un vrai travail architectural. L'enjeu n'est plus la suppression immédiate de la souffrance, c'est le rétablissement d'une flexibilité psychologique face à un esprit qui s'est sclérosé pour survivre. C'est l'un des plus grands défis de la psychiatrie moderne. Et c'est précisément l'ampleur de cette ingéniosité qui mène à une réflexion fascinante pour conclure. Une idée à garder en tête bien après cette analyse. Tout au long de cette exploration, le manuel démontre avec quelle sophistication stupéfiante l'esprit humain est capable de bâtir une architecture de désespoir inattaquable. Le cerveau est une machine puissante. Tellement puissante. Il filtre des milliards de données pour ne retenir que ce qui confirme la nullité de l'individu. Il érige des systèmes d'évitement ultra complexes pour anticiper la douleur. Il gèle son propre développement social. C'est un chef-d'œuvre tragique de conception défensive. C'est le mot. Tragique. Mais ça soulève une question vertigineuse. Si notre psychologie possède la puissance nécessaire pour verrouiller une telle réalité, avec une telle perfection structurelle, quelle est la véritable limite de ce cerveau illuse?
Imaginez un instant qu'on puisse pirater les codes de ce mécanisme de biais de confirmation Pour en faire une force. pour utiliser cette même puissance de calcul, froide et automatique, afin de construire une résilience à toute épreuve. Une forteresse qui, au lieu de bloquer la lumière, filtrerait méthodiquement l'adversité. Si la psyché peut exceller à ce point dans l'art de l'autodestruction, la mécanique de notre propre invulnérabilité se cache peut-être exactement dans le même code source. C'est une perspective renversante sur les capacités réelles de notre architecture mentale. C'est une pensée qui ouvre d'infinies perspectives, oui. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration technique et humaine des abysses de l'esprit, et à très bientôt pour poursuivre le décodage.